Donc, et Lumumba, et son gouvernement, et le président Kasavubu à l'époque n'ont pas compris que le Congo indépendant n'était pas indépendant réellement. Parce que les gens ne se rendent pas compte que l'indépendance de 1960 n'aurait jamais été donnée à des hommes politiques, mon cher pasteur. Il y a des soupçons, je dis il y a des soupçons selon lesquels Lumumba serait d'origine rwandaise. Mais je dis ceci sur toutes les réserves, les gens vont encore hurler et critiquer. Nous sommes en train de chercher la vérité. Cette vérité, finalement, nous la découvrirons. Ça fait plus de 50 ans que Lumumba est mort. Donc nous sommes en droit aujourd'hui de connaître la vérité. Le nom Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. La consonance Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. Allez vérifier avant de critiquer ou de m'insulter. Ça, c'est un. De deux, le village de Lumumba n'est pas connu. Ses parents non plus. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, dans notre studio bleu que vous aimez tant, nous sommes avec M. Kobe Kipele, qu'on pourrait appeler notre consultant MPB TV, journaliste de renommée internationale. Kobe Kipele n'est plus à présenter. Bonjour ou bonsoir, M. Kobe Kipele. Bonsoir, Pasteur Bobo. Aujourd'hui, où le monde, où le Congo commémore, Lumumba est décédé je crois, le 17 janvier 1961. Lumumba. Lumumba, effectivement, fut le premier ministre de la République du Congo en 1960. Il a passé 72 jours comme Premier ministre, c'est-à-dire 2 mois et 12 jours avant d'être arrêté sur ordre du ministre de l'Intérieur. L'ordre d'arrestation de Lumumba, je vous signale, a été signé par le vice-ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait Étienne Tshisekedi, qui assumait l'intérim du ministre de la Justice, Liaou, qui se trouvait en ce moment-là aux Nations Unies pour participer à l'Assemblée Générale des Nations Unies de l'année 1960. Donc Lumumba a été arrêté et puis acheminé à Lubumbashi, à l'époque Elisabethville, avant d'être assassiné, lui et ses 3 compagnons d'infortune. Son corps a été dépecé, dissous dans de l'acide sulfurique et dispersé dans la banlieue de Lubumbashi. Ce quadruple assassinat s'est déroulé dans une villa de la banlieue de Lubumbashi. Je crois que l'un des agents de sécurité belge qui a participé à cet horrible massacre a montré d'ailleurs une des dents de Lumumba, n'est-ce pas, après qu'il fut dissous. Alors, Lumumba a été assassiné, pourquoi? Mais il a été assassiné tout simplement parce que c'était la caution qui était exigée pour mettre fin à la sécession katangaise. La sécession katangaise avait été déclenchée par Moïse Tshombe, excusez-moi, le 11 juillet 1960. Mais cette sécession n'a pas reçu le feu vert des Américains. Ce sont les Belges, ce sont des intérêts belges, ce sont des financiers, des banquiers et des hommes politiques belges qui ont monté le coup de la sécession katangaise sans prendre ni l'accord ni l'avis des États-Unis. Alors, mais tout le monde était d'accord pour que Lumumba soit arrêté et éliminé. Pourquoi? Parce que Lumumba était donné comme un leader communiste, alors que Lumumba n'a jamais mis les pieds en Russie ni en Chine. C'est vrai qu'il avait reçu de l'aide de la Russie, de l'époque de l'Union soviétique. Mais s'il a reçu l'aide de l'Union soviétique, c'est parce que les pays occidentaux ne voulaient pas l'aider à mettre fin à la sécession katangaise. C'est pour cela que Lumumba s'est tourné vers la Russie. Si les pays occidentaux avaient aidé militairement et financièrement et diplomatiquement Lumumba n'aurait jamais pensé aller en Union soviétique chercher de l'aide. Toujours est-il qu'on lui a mis sur le dos le titre, l'étiquette de communiste, alors qu'il n'avait rien de communiste. Il n'avait jamais lu le Capital de Karl Marx. Il ne connaissait rien de la doctrine de Lénine. Mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage.
Merci beaucoup, monsieur Koubé Kipele. Mais on va essayer de parler aussi des personnalités de l'époque. Vous avez cité Etienne Tshisekedi Lumumba qui avait remplacé Liaou, qui était aux Nations Unies. Mais je prends un cas, je prends Moïse Tchombe. Tchombe qui reçoit Lumumba à Lubumbashi, mais avec colère. Quelques minutes, quelques heures après, selon, je crois, vous avez lu le livre de Lido de Vic qui a tué Lumumba. Lui dit que Lumumba a été tué presque le même jour. Il a été tué effectivement. Lumumba n'a pas... Aussitôt arrivé, aussitôt torturé. Il a été d'abord torturé, et puis il a été acheminé dans cette fameuse villa située dans la banlieue de Lubumbashi, où il a été massacré par... n'est-ce pas, c'était le Freddy Mulongo, n'est-ce pas, qui était le ministre de l'Intérieur de l'État indépendant du Katanga. Avec des militaires blancs, des militaires belges blancs. Oui, parce que le Moïse Katumbi, Moïse Tchombe, décidément, s'opposait, n'est-ce pas, Leur conflit c'était quoi? Entre Lumumba et Tchombe. Entre Lumumba et Tchombe, quel était le conflit? Lumumba était un unitaire. C'était un leader qui luttait pour l'unité du Congo, quel qu'en soit le prix. Et donc, il était farouchement opposé à la sécession du Katanga, comme il a été d'ailleurs opposé à la sécession du Sud-Kasaï. Parce que, après l'indépendance, les Belges ont perdu en fait la gestion du Congo. Parce que, en fait, ce que les Congolais ne savent pas, c'est que la Belgique n'a jamais été la propriétaire du Congo. La Belgique n'a été que la gestionnaire des intérêts d'un pays qui s'appelait à l'époque Congo belge et qui était en fait la propriété des créanciers du roi Léopold II. Le roi Léopold II ayant été fortement endetté et ne pouvant pas payer ses dettes, eh bien, les créanciers ont effectué une saisie sur son bien, qui était l'État indépendant du Congo. Cette saisie a eu lieu en 1908, le 15 novembre. Alors, les créanciers du roi Léopold II ont donc décidé de confier la gestion de l'État indépendant du Congo à l'État belge, sous le nom de Congo belge. Cette gestion sera retirée par les mêmes créanciers à la Belgique le 30 juin 1960. Alors, ayant perdu le Congo, les Belges se disent, nous n'allons pas tout perdre, nous allons quand même garder les provinces les plus riches de l'ex-Congo belge, à savoir la province du Katanga et le district du Sud-Kasaï. La province du Katanga à cause du cuivre et du cobalt, et le Sud-Kasaï à cause du diamant. Donc, ils montent cette opération pour garder le morceau le plus juteux du Congo belge, qui venait de leur être arraché. Mais cela a été fait sans l'accord, je dis, des Américains et donc des créanciers. C'est pour cela que les créanciers vont demander à la MONUC, c'est-à-dire à la mission des Nations Unies au Congo, de venir lutter contre cette opération de la sécession du Katanga et du Sud-Kasaï. Donc, Lumumba paye sa conviction, sa foi en l'unité du Congo. Parce qu'il a prêté serment comme Premier ministre du Congo, n'est-ce pas? Puisque son parti, le MLC, avait gagné l'élection législative. À l'époque, c'était un régime semi-parlementaire, avec un président de la République que vous connaissez, Joseph Kasavubu. Mais lui, Joseph Kasavubu, n'a pas été élu au suffrage universel. Il a été élu par les deux chambres réunies, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement. Alors que Lumumba, lui, avait reçu le suffrage, les voix de la population, son parti ayant gagné, n'est-ce pas, l'élection générale, l'élection législative qui a été organisée au mois de mai 1960. Voilà pourquoi donc Lumumba a été arrêté par Tchombe sur ordre, n'est-ce pas, de la Belgique. Il a mis un télégramme qu'on dit demande à Satan ou... Pas seulement de la Belgique. La Belgique n'a fait qu'exécuter des ordres en fait, qui venaient des États-Unis, puisque l'ancien responsable de l'antenne de la CIA à Kinshasa avait tenté déjà d'assassiner Lumumba. Il avait pris contact avec son domestique et pour lui demander quelle était la marque de dentifrice qu'utilisait Lumumba le matin. Le domestique lui a donné la marque de dentifrice qu'utilisait le Lumumba le matin. Et ce responsable de la CIA a remis au domestique de Lumumba des tubes dentifrice avec de la cyanure pour que ces tubes puissent être remplacés par ceux qu'utilisait Lumumba le matin. Alors, finalement, le domestique n'a pas remplacé les tubes de dentifrice et c'est ainsi que Lumumba n'a pas pu être assassiné par empoisonnement. Alors, ce coup-là ayant échoué, ils ont décidé d'utiliser les grands moyens. Ils ont fait appel
à Mobutu, à l'époque, qui était, je crois, lieutenant général. C'est lui, en fait, qui va arrêter Lumumba sur ordre du ministre ou du vice-ministre de la Justice, puisque le ministre de la Justice, Iliao, était à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils vont l'arrêter, embarquer à bord d'un avion d'un DC-3, je crois, Dakota, acheminé à Lubumbashi, où il va subir le sort que tout le monde connaît désormais. On est avec vous, mais la théorie du poison, ça ne cadrera pas. Je suis avec vous, j'aimerais bien discuter un peu avec vous. On vous suit. En politique, la CIA a beaucoup de moyens pour assassiner. Vous savez très bien qu'en politique, on peut utiliser des femmes pour assassiner ou empoisonner des hommes politiques. On utilise aussi des domestiques, comme vous dites si bien. Comment la CIA n'a pas pu éliminer le monde à douceur, soit par le biais des femmes ou des domestiques? La CIA qui avait tous les moyens possibles. Oui, la première méthode que la CIA avait voulu utiliser pour éliminer Lumumba, c'est-à-dire la méthode de l'empoisonnement, le domestique de Lumumba était originaire du Bas-Congo. Le domestique de Lumumba, dont le nom m'échappe, était originaire du Bas-Congo. Ils l'ont contacté et ils lui ont demandé quelle était la marque de dentifrice qu'utilisait le Premier ministre pour se brosser les dents le matin. Vous avez tous les moyens possibles. Alors, moyennant, mais il voulait le tuer sans faire de bruit. Il ne faut pas, quand vous commettez un acte comme celui-là, que cela laisse des traces et qu'on remonte jusqu'à l'auteur. Parce que si Lumumba était mort suite à un empoisonnement, personne n'aurait jamais su qu'il a été empoisonné. Et donc, ni la CIA, ni les États-Unis, ni la Belgique, personne n'aurait pu savoir qui a commandité cette mort. Parce que Lumumba serait mort sans doute d'une mort naturelle. On aurait dit qu'il est mort de mort naturelle. Les médias du monde entier auraient dit qu'il est mort de mort naturelle. Et donc, on n'aurait pas su qu'il a été éliminé. Voilà pourquoi ils ont utilisé le poison qu'on appelle la mort silencieuse. Et c'est d'ailleurs l'une des méthodes qu'utilise beaucoup aujourd'hui le Kabila pour éliminer ses ennemis, n'est-ce pas? Vous savez que Moïse Katumbi, notamment, s'est plaint d'avoir été empoisonné. J'ai fait d'ailleurs 2 interviews à ce sujet concernant les rumeurs ou les soupçons. Maintenant, apparemment, c'est une vérité d'empoisonnement dont Moïse Katumbi aurait été victime de la part de Joseph Kabila, et ce qui aurait expliqué d'ailleurs, n'est-ce pas, son éloignement et sa séparation de Joseph Kabila. Donc l'empoisonnement... Lui, c'était en prison. Lui, c'était en prison. Qui ça? Pas en prison. Lui, c'était à l'hôpital. Oui, il est venu à Londres se faire soigner, donc il semble qu'on a pratiqué une transfusion intégrale de son sang, qu'on a remplacé. Mais l'empoisonnement est une des armes utilisées par les services de renseignement. Même Fidel Castro a échappé à plusieurs tentatives d'empoisonnement, notamment par les cigares. À l'époque, quand il fumait des cigares, on a essayé d'empoisonner ou de mettre de la dynamite à l'intérieur d'un des cigares qu'il fumait pour que ça explose. Les services qui se chargent de l'élimination des ennemis politiques ont tous les moyens, y compris le poison. Parce que le poison a l'avantage de tuer silencieusement, alors que les armes font du bruit, parce qu'à partir d'une arme, à partir d'une balle qu'on retrouve dans le corps d'un mort, on va examiner, on va savoir que cette arme est venue cette balle est venue de telle arme, de tel revolver ou de tel kalachnikov, et il remonte jusqu'à la source. Alors qu'un poison, c'est impossible de savoir. Monsieur Koubekibé, nous sommes avec vous, on ne sera pas long, mais les gens, il nous reste 3 questions. La première question, c'est le 30 juin, à la surprise générale, Lumumba prend un petit papier, il griffonne quelque chose. Il passe, il fait un discours qui a choqué les rois, mais les Congolais, l'Afrique, c'était la joie. C'était une erreur politique ou c'est, avec les reculs bien sûr, aujourd'hui, pour vous, c'était une erreur politique, une erreur stratégique ou c'est bon? Mais quelle erreur politique? Lumumba a dit tout simplement la vérité. Il a en fait intenté un véritable procès. Il a prononcé un réquisitoire contre la colonisation. Parce que c'est pas prévu, c'est pas prévu. Mais qui devait prévoir? Ou bien il était Premier ministre d'un pays, ou bien il était un domestique. Il a pris ses responsabilités. C'était en réponse au discours bon enfant, paternaliste, prononcé par le roi Baudouin. Donc il s'est démarqué de ce discours. Mais il n'a pas menacé quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un, sauf qu'il a dit tout simplement ce qui était la vérité. La colonisation, dont on attend encore le procès, il faut qu'un jour ou l'autre, les pays africains et tous les pays colonisés du monde entier puissent instruire le procès de la colonisation, qui fut un crime contre l'humanité. Ce fut une période d'atteinte contre les droits de l'homme.
Donc, Lumumba a tout simplement fustigé la colonisation. Ils ne nous ont pas apporté la civilisation ou le progrès, ce n'est pas vrai. Mais ils avaient besoin d'une main-d'œuvre pour pouvoir travailler dans les usines, dans les administrations. Nous n'avons pas tiré profit. La colonisation est une œuvre qui a servi d'abord à l'enrichissement du colonisateur. Quelques miettes tombaient de la table que les paysans, les indigènes ont ramassées. Mais la colonisation ne fut pas une œuvre de civilisation comme on a prétendu à l'époque. En présence du roi, c'est... Mais il fallait... pas diplomatique, c'est pas... Mais là, est-ce que le mensonge est diplomatique? Je pense que Lumumba a eu le courage de dire des vérités au roi. Et je crois qu'en ce moment-là, le roi peut-être a été mal conseillé. Mais je ne pense pas que le discours de Lumumba ait été mal perçu. Les Blancs ont parfaitement compris ce que voulait dire Lumumba quand il a critiqué la colonisation, quand il a fustigé le traitement dont les indigènes ont été l'objet. Mais Lumumba n'a pas compris que lui aussi était un simple gestionnaire, qu'il était un simple administrateur d'un bien qui ne lui appartenait pas. Parce qu'on avait changé de gestionnaire. Au lieu d'avoir un gestionnaire belge, les créanciers, les anciens créanciers du roi Léopold II, ont pris des créanciers noirs. Donc, et Lumumba, et son gouvernement, et le président Kasavubu à l'époque, n'ont pas compris que le Congo indépendant n'était pas indépendant réellement. Parce que les gens ne se rendent pas compte que l'indépendance de 1960 n'aurait jamais été donnée à des hommes politiques, mon cher pasteur. Les peuples bantous, les indigènes bantous du Congo étaient indépendants avant l'arrivée des Blancs, avant la création de l'État indépendant du Congo en 1885. Mais les peuples indigènes bantous étaient déjà indépendants. Ils étaient régis par leurs propres coutumes et traditions qui étaient des lois. Ils étaient souverains, ils étaient libres, ils étaient indépendants, ils étaient souverains, ils étaient libres avant l'arrivée des Blancs. Donc les Blancs ne sont pas venus nous apprendre l'indépendance. Ces peuples ont perdu l'indépendance par la guerre. Quand le roi Léopold II est arrivé avec Stanley, ils ont combattu les armées de nos grands-pères, ils les ont battus militairement, ils ont confisqué l'indépendance, la liberté et tous les droits. Ils ont confisqué aussi les terres. Donc, en 1960, il fallait restituer les terres à ceux qui les avaient perdues en 1885. Il fallait restituer les droits, l'indépendance, les libertés à ceux qui les avaient perdues, et non pas aux partis politiques qui n'existaient pas en 1885. On est avec M. Koumekipele, c'est extraordinaire. M. Koumekipele, Lumumba, Kasavubu, Limoges, Lumumba, Limoges, Kasavubu, l'épisode là, selon vous, on peut dire que c'est l'homme des erreurs. Non, ce n'est pas des erreurs. Lumumba et Kasavubu ont été manipulés pour qu'ils entrent en conflit l'un avec l'autre. Ce fut une crise au sommet entre le Premier ministre et le Président de la République. Il n'y a rien de pire pour un État qu'une crise opposant le Président de la République et le Premier ministre. Mais cette crise a été créée, cette opposition a été créée de toutes pièces par des gens qui voulaient affaiblir Lumumba d'abord et Kasavubu ensuite. En utilisant qui? En utilisant Mobutu. C'est ainsi que Lumumba est le premier à être limogé par Kasavubu, mais 24 heures après, comme Lumumba a été limogé, je crois, le 12 septembre 1960, et le lendemain, le 13 septembre 1960, c'est au tour de Kasavubu d'être victime d'un putsch militaire organisé par qui? Organisé par Mobutu. Mais le coup visait surtout Lumumba, parce que Kasavubu reviendra au pouvoir en 1964, n'est-ce pas, après la constitution de Luluabour, aujourd'hui Kananga. Il ne restera pas très longtemps puisque Mobutu va refaire un deuxième coup d'État contre le même Kasavubu le 24 novembre 1965. Donc, le premier coup d'État de Mobutu contre le pouvoir établi a d'abord visé Lumumba. Mais pour camoufler le complot, on a fait partir Lumumba, on a fait partir aussi Kasavubu. Lumumba est tué le 17, n'est-ce pas, janvier 1961. Et après, on récupère Kasavubu à la présidence de la République. On fait voter par référendum une constitution de type fédéraliste, la seule constitution d'ailleurs de type fédéraliste à Luluabour, la fameuse constitution de Luluabour. Kasavubu reprend le pouvoir, n'est-ce pas, avec comme Premier ministre qui? Avec Premier ministre Kimba Evariste, n'est-ce pas, qui était le bras droit de Tshombe,
c'était les accords, les accommodements, les arrangements entre copains et coquins, puisque leur grand ennemi, le Lumumba, avait déjà été éliminé, enterré, assassiné, découpé en morceaux et dissous dans de l'acide. Maintenant, tous les assassins, tous les criminels se mettent ensemble pour partager le pouvoir. C'est ainsi que Tshombe, qui avait déjà été compromis dans l'histoire de la création de l'État indépendant du Katanga du 11 juillet 1960, va se mettre de côté, va faire un pas de côté et demander à son bras droit, Evariste Kimba, de prendre la place du Premier ministre, puisque la sécession du Katanga avait déjà été vaincue. Et c'est ainsi que Evariste Kimba et de nombreux leaders de l'ancien État du Katanga vont revenir au gouvernement central. La sécession katangaise est vaincue, n'est-ce pas, grâce notamment à la MONUSCO, à la MONUC, alors que la MONUC n'a pas mis plus de 3 ans pour défaire la sécession katangaise. Alors que pour le cas à présent, la MONUSCO est au Congo depuis plus de 15 ans, elle n'a rien fait, et on ne sait même pas contre qui la MONUSCO se bat, on ne sait même pas. Donc, c'est ainsi que Evariste Kimba, bras droit de Tshombe, va prendre la primature, et que Joseph Kasavubu va récupérer la présidence de la République, jusqu'au coup d'État de Mobutu du 24 novembre 1960. Mobutu va laisser Kimba ou va mettre Mulamba? Mobutu prend le pouvoir, mais c'est un pouvoir absolu. Il n'a pas besoin de Premier ministre. Quand Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre 1965, il n'y a pas de Premier ministre. Alors, Kimba, lui, évidemment, n'est pas content. Il s'oppose parce que c'est un coup d'État, alors que les rébellions avaient été vaincues, que les sécessions n'existaient pratiquement. Les rébellions étaient en voie d'être vaincues, notamment la rébellion de Molele. La sécession du Katanga avait été vaincue, la sécession du Sud-Kasaï, on n'en parlait plus. Donc le pays retrouvait un équilibre et un processus de paix. Voilà que le Mobutu déstabilise complètement les institutions en faisant un coup d'État, le deuxième contre Kasavubu et contre Evariste Kimba. Evariste Kimba, évidemment, va réagir en essayant de récupérer le pouvoir. Coup d'État. Vrai faux coup d'État. Non, il va essayer de récupérer le pouvoir. Il tient des réunions et il critique le président de la République. Il dit que c'est un coup d'État militaire, que ce n'est pas constitutionnel. Et il essaie de récupérer le pouvoir, certainement en neutralisant Mobutu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les gens avec qui il travaillait pour récupérer le pouvoir que Mobutu lui avait confisqué étaient tous des complices de qui? De Mobutu. Y compris Nendaka, n'est-ce pas, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur, y compris Justin-Marie Bomboko, qui était également dans le complot, y compris également Cléophas Kamitatu, qui était également dans le complot. Et c'est ainsi que Kimba Evariste, Anani et les autres vont se faire manipuler par les quelques noms que je viens de citer ici. Et ils vont être arrêtés alors qu'ils tenaient leur dernière réunion. Cette information, je la tiens de feu Cléophas Kamitatu, parce qu'il m'a dit qu'il faisait partie du même complot de Kimba pour récupérer le pouvoir. Le jour de la dernière réunion, à l'époque, Cléophas Kamitatu habitait à Rankin, qui est aujourd'hui Matongue, le quartier Matongue. Il habitait à Rankin. À 13h, il reçoit un coup de téléphone d'une personne qu'il ne connaît pas, qui lui dit en Kikongo, Kukwendave, c'est-à-dire n'y va pas. Alors, Cléophas Kamitatu lui demande, mais n'y va pas où? Et la personne raccroche, sans répondre à la question. 15 minutes après, la même personne lui téléphone, lui dit, écoute, en Kikongo toujours, Moumetouba, Cléophas Kukwendave, et je te dis, Cléophas, ne va pas. Kukwendave na réunion, ne va pas à cette réunion. La réunion était prévue dans l'après-midi. C'est la réunion au cours de laquelle on va arrêter tout le monde, y compris Evariste Kimba et Anani et tous ces gens-là qui seront, comme vous le savez, rendus le 2 juin, je crois, en 1966. Oui, 2 juin 1966, oui, au pont Kasavubu. Et à l'époque, il faut signaler que c'est Étienne Tshisekedi qui est ministre de l'Intérieur, à l'époque. Qui est Lumumba, selon vous? Écoutez, je vais vous dire une chose. On peut retenir quoi de Lumumba aujourd'hui? D'abord, les origines, disons, ethniques, traditionnelles, les véritables racines de Lumumba. On a prétendu que Lumumba était un Tétéla. Je me suis renseigné auprès des Tétéla, ils m'ont dit non, chez les Tétéla, ce nom-là n'existe pas. Quel est le village d'origine de Lumumba? Personne aujourd'hui ne peut le dire.
d'après mes enquêtes, mais ces enquêtes ne sont pas terminées, parce que les gens ne parlent pas. C'est très difficile d'arracher la vérité aux gens. C'est très très difficile. La vérité ne se découvre pas facilement. La vérité s'habille avec plusieurs couches de vêtements. Il faut arrêter chaque vêtement pour aller retrouver la vérité dans sa nudité. Donc, ce qui est apparemment sûr, c'est que Lumumba n'était pas Tétéla. Que le nom Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. OK? Donc, Lumumba travaillait à la poste à Kisangani, n'est-ce pas, quand il se lance dans la politique. De quelle origine serait-il? Il y a des soupçons, je dis il y a des soupçons selon lesquels Lumumba serait d'origine rwandaise. Mais je dis ceci sur toutes les réserves, parce que les gens vont encore hurler et critiquer. Nous sommes en train de chercher la vérité. Cette vérité, finalement, nous la découvrirons. Ça fait plus de 50 ans que Lumumba est mort. Donc nous sommes en droit aujourd'hui de connaître la vérité. Comme j'ai découvert ce que moi j'estime être la vérité concernant les origines du président Mobutu, c'était à l'occasion du 83e anniversaire de sa naissance. Je pense que 83 ans, plus de 80 ans après la naissance de Mobutu, on peut quand même commencer à connaître la vérité. Que plus de 20 ans après sa mort, sa mémoire peut supporter la vérité. Mais revenons sur Lumumba, on va y arriver. Revenons sur Lumumba. Le débat sur Mobutu, en tout cas, c'est un grand débat. Vous avez écouté beaucoup de réactions partout à travers le monde. Vous-même, vous avez dit que ça va revenir après. Il fallait se concentrer sur le Congo. Mais je reviens sur Lumumba. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est la théorie du complot où les Rwandais, pas tous les Rwandais, mais les lobbies rwandais cherchent à s'approprier nos leaders. Donc, ils jettent que Lumumba était aussi au Rwandais parce qu'ils veulent notre pays. C'est leur stratégie de lancer des demi-vérités, des mensonges, de discréditer nos leaders. Le but, c'est de prendre le pays. Si le pays n'a pas de racines, si vous dites qu'un tel n'était pas congolais, un tel n'est pas congolais, on sait que tous nos leaders n'étaient pas des Congolais, les Rwandais diront que non, c'était des Rwandais. Je vous laisse la parole. Lumumba, un vrai tété là, tous les tétés là se retrouvent à Lumumba. On voit presque tous les Olenganko, quand ils disent leur fugue là, ils sont un peu violents politiquement. Ils disent que ce sont des héritiers de Lumumba. Ils vous suivent et vous dites que vous avez des doutes que Lumumba, c'est pas tété là. On dira Okoke. Ok, Pasteur Bobo, je dis ceci, parce que je parle en français, ou bien je vais m'exprimer en Kiyansi ou en Kikongo, je ne sais pas. Parce que les gens ne comprennent pas ce que je dis. Je n'ai jamais dit que Mobutu n'était pas congolais. Parce que les gens disent que Mobutu est congolais. Mais c'est faux, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit Mobutu n'est pas congolais d'origine. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Mais il était congolais, il était même Mbandi par sa mère adoptive. Enfin bref, je dis ceci pour Lumumba. Je dis le nom Lumumba chez les Tétéla n'existe pas, semble-t-il. Le nom Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. La consonance Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. Allez vérifier avant de critiquer ou de m'insulter. Ça, c'est un. De deux, le village de Lumumba n'est pas connu. Ses parents non plus. Qui était le père et la mère de Lumumba? Qui les connaît? Qu'ils citent le nom et qu'ils disent le nom de leur village d'origine. Pour commencer, à partir de là, on peut discuter. Ne partez pas de Lumumba en disant non, Kwebe raconte n'importe quoi. Partez d'abord des origines. Qui était le père et la mère de Lumumba et quel était leur village d'origine? Au Kasaï oriental. S'ils se sont des Tétéla, ils doivent avoir un village d'origine. Quel est leur village d'origine? Lumumba se retrouve où? À Kisangani. C'est de Kisangani qu'il va mener toute sa campagne, qu'il va faire la carrière politique, il travaille à la poste. Mais je veux bien qu'il soit Tétéla, il peut être Tétéla et se retrouver à Kisangani, ce n'est pas un miracle. Mais le fait d'être à Kisangani, et d'être Tétéla et de faire de la politique à Kisangani, moi ça commence un peu à me mettre un doute. Mais les Tétéla que j'ai rencontrés, et j'en connais des Tétéla, qui m'ont dit, mon cher Kwebe, chez les Tétéla, le nom Lumumba n'existe pas. Allez vérifier. C'est un fait, allez vérifier. Il se pourrait que mes sources soient erronées, soient fausses. Je suis prêt à faire amende honorable. Je suis prêt à dire oui, monsieur Kwebe, je me suis trompé. Mais allez vérifier si effectivement, chez les Tétéla, le nom Lumumba existe. Mais le nom Kwebe Kipele, vous êtes très connu, très populaire. Oui.
Mais moi, je n'ai jamais rencontré des Kwebe Kipele que vous. Je n'ai jamais écouté un Kwebe Kipele quelque part. Bon, je parle de moi, de moi. D'autres noms, on dira quand on voit Mutombo, Kazadi, Louyeye, il y a des noms un peu populaires, que ce soit chez les Kassaïens, chez les Bas-Congo, Équateur, Bandundu, il y a des noms populaires. Mais d'autres noms, c'est un peu spécial, comme Kwebe Kipele. Je vais vous dire ceci. Mon nom, d'abord, je suis de l'ethnie des Yansi, sur la rive droite et la rive gauche de la rivière Kwilu. Je suis originaire du territoire de Boulungu, district de Boulungu, secteur de Kwilu-Kimbata, groupement Milundu-Kitambala. Et mon vrai nom, parce que ce nom a été altéré dans son orthographe. Mon vrai nom en Kiansi se dit Nkep. N''KB. C'est tout. Nkep, qu'on a traduit en Kwebe. Ça, c'est un. Donc, et en Kiansi, le mot Nkep signifie le placenta. Vous comprenez? Chez les Bayans, il n'y a pas de voyelles. Il y a des voyelles, mais dans mon nom, il n'y a pas de voyelles. Mon vrai nom, c'est Nkep. N''. On dit chez les Bayans, en général, il n'y a pas de voyelles. Il y a très peu de voyelles. Ça, encore. Mais écoutez, même en arabe aussi, dans la langue juive, il n'y a pas de voyelles. Où est le problème? Qu'il n'y ait pas de voyelles chez les Bayans, c'est un problème. L'arabe n'a pas de voyelles non plus. Donc, mon vrai nom, c'est Nkep, qui signifie placenta en Kiansi. À partir de là, il n'y a plus de discussion. Avez-vous qu'on a déformé en Milundu. Allez à Milundu. Allez voir si effectivement... mon père s'appelait Kimpele Mangala. Ma mère, Kilen Ansania. Village Milundu. Allez voir, allez vérifier. Leur tombe se trouve là-bas. Revenons sur Lumumba. Il y a ses enfants, les François Lumumba. Il y a beaucoup de Lumumba. Les fils Lumumba. Par vos recherches, avez-vous essayé de prendre contact avec les Lumumba? Parce qu'ils vont aussi vous suivre, ils vont taper sur la table, mais qui racontent ces messieurs-là? C'est quoi ça encore? Après Mobutu, c'est Lumumba. C'est quoi ça encore? Mais ce n'est pas une insulte. Pourquoi ils vont taper sur la table? Supposons que Mama Yemo ait effectivement adopté le Mobutu enfant. Le fait d'adopter un enfant, est-ce que c'est un crime? Pourquoi vous dramatisez? Pourquoi vous criminalisez un acte d'adoption? Soyons sérieux, en fait, gardons notre calme. Ça, c'est un de deux. Si moi, je veux connaître la vérité sur Lumumba, je ne vais pas poser la question à ses enfants. Vous comprenez bien? Moi, j'ai fait le journalisme, j'ai étudié le journalisme en France. Les enfants de Lumumba ne peuvent être ma source d'information concernant un sujet très, très sensible, celui de l'origine de leur père. Moi, si je veux connaître les origines de Lumumba, je vais d'abord savoir quel est son village d'origine. À partir de son village d'origine, je vais voir les personnes qui sont aujourd'hui des octogénaires, c'est-à-dire qui ont plus de 80 ans ou 90 ans, et qui sont donc censés connaître les parents de Lumumba. Voilà où je vais puiser la véritable information concernant les vraies origines de Lumumba, et non pas sur ses enfants. Mais vous doutez sur base de rien, directement vous commencez directement par Lumumba, comme il était là, mais qui a travaillé à la poste à Kisangani, et que ces noms-là n'est pas. Donc vos arguments, même avec Mobutu, vous avez écouté beaucoup de réactions, beaucoup de bien-aimés. D'autres demanderont un jour un débat où vous mettez avec peut-être deux personnes et vous au milieu sur Mobutu, ça sera plus tard. Mais on vous reproche sur, tu vois, vous affirmez des choses graves, mais les arguments un peu légers. Les arguments scientifiques, c'est léger. Je ne sais pas si je vais parler en Kiansi. Qu'est-ce que j'ai affirmé concernant Lumumba? J'ai dit, on a des soupçons. Je n'affirme rien. Je parle français. Hein? Je n'ai rien affirmé. Je dis, et ces soupçons viennent des Batetela eux-mêmes. Je ne suis pas mon Tétéla. J'ai des amis Batetela qui m'ont dit, mon cher Kwebe, vous savez que Lumumba, ce nom Lumumba n'est pas un nom Tétéla. À partir de là, ça fait tilt dans mon oreille, ça fait tilt dans mon esprit, j'ai eu la puce à l'oreille. Ce sont les Batetela eux-mêmes que j'ai rencontrés qui me l'ont dit. À partir de là, j'ai commencé à chercher. Parce que je n'accepte rien gratuitement. Ça, c'est un. Je n'affirme rien en ce qui concerne Lumumba. Je dis bien, je n'affirme rien. Mais quand les doutes viennent de Kwebe Kipele, mais des soupçons, parce que moi j'ai le courage d'en parler. Les autres le savent et se taisent. Je suis un journaliste. J'ai besoin que notre pays se développe et avance dans la vérité. Et non pas dans les cachotteries, dans le mensonge. Ça, c'est le travail des Tutsis. Les Obwenge, ils sont habitués à mentir. Parce que quand vous développez un pays, quand vous dirigez un pays par le mensonge, vous amenez le pays vers la catastrophe, vers le désastre. Moi, je veux que le pays puisse avancer dans la lumière de la vérité.
Et c'est pour cela que j'ai commencé à chercher les causes du drame congolais, les causes de la tragédie congolaise. Pourquoi un pays si riche, si beau et si grand n'avance pas? Et l'une des causes, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge, notamment des origines de nos leaders. Merci beaucoup. On va terminer ici avec M. Koubé Kipele. Tout à l'heure, on était avec vous dans un taxi. Le taximan était marocain. En parlant, il nous a parlé un peu de Lumumba aussi. Pour dire que Lumumba, c'est au-delà des frontières. Lumumba, c'est autre chose. Et le taximan nous a fait écouter quelque chose sur l'Afrique. Je vous laisse la parole terminer. Lumumba, c'est au-delà des frontières. Lumumba, c'est l'Afrique. Lumumba, c'est le monde. Lumumba. Mais Lumumba, en tant que personnalité politique, est incontestablement un leader mondial. Ne confondons pas les origines de Lumumba, quelles qu'elles soient ses origines, mais Lumumba est un personnage mondialement connu. Et ce fut un grand leader, c'est un martyr, c'est un héros, Lumumba. Il ne faut pas confondre. Le fait de dire que Lumumba n'était peut-être pas quelqu'un un tétéla, je ne l'insulte pas. Ce n'est pas une insulte. Je ne comprends pas pourquoi le fait que Lumumba ne soit pas tétéla devient une insulte. Où est l'insulte là-dedans? Je ne vois pas. Mais il se pourrait qu'il soit tétéla. C'est à vérifier, c'est à investiguer, c'est à rechercher. Mais n'acceptez rien gratuitement. Parce que notre histoire, depuis le début, a été falsifiée. Tout est faux au Congo, depuis 1885. Pour moi, le roi Léopold II fut un très grand roi. Parce que c'est lui qui nous a laissé en héritage un pays de 2 345 000 km². Quand il a fait ce pays, nous n'étions pas là à Berlin le 26 février 1885. Aucun Congolais n'était présent quand le roi Léopold II a obtenu la reconnaissance internationale. Mais nos parents vivaient, sinon nos grands-parents vivaient déjà, étaient organisés, mangeaient, travaillaient à leur façon, travaillaient les champs, la chasse, tout. Mais d'accord, mon cher pasteur, mais il ne vivait pas dans un pays de 2 346 000 km². Écoutez bien ce que je dis. Il vivait dans de petits royaumes de quelques kilomètres carrés. Mais un grand pays de 2 665 000 km², 646 000 km², c'est grâce à qui? C'est grâce au roi Léopold II, qui nous a tous réunis. C'est lui qui a fusionné l'ensemble des terres appartenant aux ethnies, aux royaumes, aux empires. Êtes-vous sûr, M. Kouébé, parce que d'autres disent que l'Afrique centrale, c'était presque un seul pays. À l'époque de nos grands-parents, c'est la colonisation qui est venue nous séparer. Parce qu'eux, ils étaient tous des Noirs, ils vivaient. L'Afrique, c'était presque un seul pays. Mais ce n'est pas vrai. C'est une contre-vérité aussi bien ethnologique que historique. Là, vous épousez la théorie des Blancs. Mais je n'épouse pas la théorie des Blancs. Il y avait combien de royaumes en Afrique centrale? Il y en avait 16. Il y avait 16 royaumes et empires. Et plus de 800 ethnies. Il y avait 16 royaumes. Ces royaumes étaient des pays, je suis d'accord. Hein? C'était des États. Mais il n'y avait pas un seul État. Il y avait 16 royaumes, 16 empires, et donc des États indigènes, mais qui ne formaient pas un seul État. C'est le roi Léopold II qui nous a tous réunis par la guerre, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas été créé par la guerre et par le sang. Tous les pays du monde, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays ont été créés dans un bain de sang. Et les créateurs des États, de ces États, sont des héros, sauf le roi Léopold II. Voyez comment on a falsifié notre histoire. Moi, je dis ceci, que le roi Léopold II fut un grand héros, que nous devons aujourd'hui le remercier, qu'il faut réhabiliter sa mémoire. Et nous réhabiliterons la mémoire du roi Léopold II, quoi qu'il arrive. Là, vous faites le même discours que Savobo, même discours que l'autre a aussi copié, mais là, on ne peut pas le citer. L'autre aussi avait copié le même discours au Sénat, qui est Léopold II, l'œuvre civilisatrice, même le roi Baudouin avait fait le même discours. Le roi Léopold II n'a pas civilisé, n'a pas fait une œuvre civilisatrice. Combien de temps il est resté? 23 ans. Du 26 février 1885 au 15 novembre 1908. Ça fait 23 ans. Il n'a pas eu le temps. Le roi Léopold II, tout ce qu'il a fait, c'est de nous réunir. C'est de créer un État à partir d'une quinzaine d'empires et de royaumes et de plus de 400 communautés ethniques indigènes, pour former un immense territoire de 2 345 000 km², c'est-à-dire la distance allant du Portugal à Varsovie, pour faire un seul pays. Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Mokonzibo, Moko. C'est ça la conscience unitaire qui fait qu'aujourd'hui, malgré les manœuvres des Tutsis pour nous diviser, pour nous balkaniser, ils n'ont pas réussi.
Le Congo est né sous le signe de l'unité, alors que les autres colonies africaines ont été créées par division. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, vous avez des angles droits, on a séparé les autres, on les a divisés. Chez nous, on nous a réunis pour fermer un pays, un territoire de 2 345 000 km². Donc, le Congo est né sous le symbole, sous le signe de l'unité. Voilà, et ça, nous le devons à qui? Nous le devons d'abord au roi Léopold II. Et donc, nous devons aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des guerres, il y a eu du sang, il y a eu des mains coupées. Je ne dis pas le contraire. Mais ceux qui critiquent le roi Léopold II, mais qu'ils me disent quel est cet état du monde qui a été créé sans qu'il y ait un bain, sans qu'il y ait une guerre. Merci beaucoup, M. Kwame Kipele. C'était presque votre mot de la fin. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous dans notre studio qu'on appelle Studio Bleu, ici, Quai des Vérités. C'est un plaisir d'avoir M. Kwame Kipele. À la prochaine, nous serons encore M. Kwame Kipele pour des révélations, mais Batete la Balobaka Okoke. Vous comprenez Okoke? Non, je ne suis pas tété là, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Malembe. Mais non, Malembe. non, ça je refuse. Batete la Balobaka Okoke. Non, pourquoi? Parce que... Non, pour le moment c'est trop tard. C'est trop tard, pourquoi? Parce que ça fait 57 ans bientôt que nous sommes indépendants. Et tous aux Ongassima. Nous sommes en train de reculer. Ça fait maintenant près de 20 ans que les Tutsis nous massacrent. Il y a eu 8 millions de morts. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus aller lentement. Parce que nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Tokomi n'a salle d'urgence. Le pays est en train de mourir. On est en train de nous massacrer. Et vous nous demandez, ah non, Kwebe, moqué. Ah non. Ok. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était MPB TV avec M. Kwame Kipele. Merci.